BFM Business. Midi, l'heure H. Erwan Maurice. La Biélorussie ou Bélarus, pays d'Europe de l'Est, à 3 heures de vol de Paris, un état d'un peu moins de 10 millions d'habitants dans lequel on parle le russe. Voilà maintenant une dizaine de jours que la contestation monte depuis la capitale, Minsk, où le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, est de plus en plus contesté. Bonjour Christophe Lejeune. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche, président du groupe d'amitié France-Biélorussie. Patrick Martin-Génier est également avec nous par téléphone, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po Paris. Christophe Lejeune, vous êtes député. Tout à fait. Vous êtes aussi attaché à la Biélorussie pour des questions, pour des raisons familiales. Le pays est en train de se verrouiller depuis une dizaine de jours maintenant, depuis le résultat en fait des élections qui donnent le président sortant vainqueur, avec 80% des suffrages. D'abord, pour commencer, comment est-ce que vous regardez ça depuis la France et peut-être aussi depuis l'Assemblée ? Eh bien, écoutez, nous regardons l'évolution dans ce pays avec beaucoup d'inquiétude. Ce scrutin est très suspicieux. Il y a énormément de fraudes qui ont été réalisées. Les candidats qui étaient des opposants déclarés au président sortant ont été empêchés, ont été emprisonnés, sont emprisonnés. L'élection a eu lieu sur plusieurs journées. Il n'y avait pas de scrutateur officiel de l'OSCE, donc il est légitime de penser que la sincérité de ce scrutin n'est absolument pas au rendez-vous et que le peuple biélorusse, qui est un peuple pacifique, a une volonté de se faire entendre et de pouvoir avoir un scrutin qui soit à la hauteur de ses ambitions et surtout de ses choix. Est-ce que la crise au Bélarus est une menace pour la solidité et l'Union européenne ? Bien, écoutez, de par la position stratégique et géopolitique de ce pays qui est aux portes de l'espace Schengen et entre l'espace Schengen et la Russie, donc il y a évidemment des enjeux de stabilité à l'échelle européenne qui sont cruciaux et on doit avec bienveillance regarder l'évolution de ce pays et la réunion voulue par Angela Merkel et Emmanuel Macron cet après-midi de l'Union européenne est un signe très fort envoyé et bien sûr il y a un message fort à passer au président Poutine. Il y a l'évolution de ce pays appartient diplomatiquement à la Russie et à l'Union européenne. On apprend là il y a quelques minutes que les présidents du groupe de Visegrad, donc qui réunit les pays de la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, appellent donc dans un communiqué commun à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle en Biélorussie. Un sommet extraordinaire, vous l'évoquiez, de l'Union européenne a lieu aujourd'hui, mercredi, réunion des 27 en visioconférence. L'objectif serait de valider une liste de dignitaires biélorusses interdits de séjour dans l'Union européenne et dont les avoirs seraient gelé. Est-ce que la communauté européenne a vraiment la capacité d'exercer un pouvoir vis-à-vis du Bélarus ? Patrick Martin-Génier, spécialiste des questions européennes. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, la difficulté, effectivement, ce sera de savoir si on peut imposer des sanctions. J'avais cru comprendre que Viktor Orban de la Hongrie n'était pas favorable à de telles sanctions. Vous savez qu'il faut l'unanimité au Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. A priori, un communiqué du groupe de Visegrad dit effectivement qu'il faudrait organiser de nouvelles élections. Ça, c'est important, car comme cela vient d'être dit, il n'y avait aucun observateur. C'est un régime dictatorial. C'est quelqu'un qui n'accepte aucune opposition. La difficulté, me semble-t-il, c'est que Alexandre Loukachenko n'est absolument pas dans une optique de dialogue, car il a dit que pour partir du pouvoir, il faudrait le tuer. Il l'a dit d'ailleurs dans une réunion devant une usine, devant des ouvriers d'État, et il vient de décorer 300 policiers qui avaient effectivement maintenu l'ordre. Donc il est dans une logique d'opposition, il ne veut pas du tout transiger. Tout dépendra en effet, comme cela vient d'être dit, de la position de Vladimir Poutine, qui soutient cet État, car c'est un État qui est dans une position tout à fait stratégique, qui a 5 frontières, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Ukraine et la Russie. Par conséquent, Vladimir Poutine ne laissera pas faire n'importe quoi, si j'ose dire, dans ce pays. C'est vrai que, comme vous l'évoquiez, Patrick Martin-Génier, quoi qu'il en soit, une décision de l'Union européenne doit être prise à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il va aussi falloir convaincre, vous le disiez, la Hongrie de Viktor Orban, qui n'est pas très chaud, disons-le comme ça. On dit déjà qu'il pourrait chercher à limiter l'ampleur des nouvelles mesures prises par les Européens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec cette journée-là qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne, d'afficher justement les divisions de l'Union ?
Je crois que ce sera très difficile d'afficher un certain nombre de divisions dans la mesure où il s'agit véritablement d'un régime dictatorial. On ne respecte plus l'état de droit, on torture les manifestants, il y a eu plusieurs morts et certaines informations montrent d'ailleurs que des conseillers russes seraient comme conseillers techniques dans la télévision d'État. Donc il y a effectivement une interférence russe, mais je ne crois pas que l'Europe puisse aujourd'hui afficher cette division sur un sujet qui fait l'unanimité, notamment parmi les démocrates avec Mme. Donc vous pensez que Viktor Orban va suivre la ligne là, de l'Union européenne et souhaitée par Angela Merkel et Emmanuel Macron? Eh bien, écoutez, on va voir, mais d'après ce que vous dites, il y a un communiqué commun. Je crois que le minimum que l'on puisse faire, c'est d'appeler à de nouvelles élections. Mais effectivement, ce que souhaite le Premier ministre hongrois, c'est qu'on limite les sanctions, car l'Union européenne était déjà dans une optique de dialogue avec un accord de politique européenne de voisinage, même si nous n'avons pas d'accord de partenariat. Et il faut savoir une chose, c'est que les sanctions, outre le fait que ça vise certains dignitaires du régime, eh bien, ça affecte essentiellement les populations. Donc, je crois que là, effectivement, on peut peut-être considérer que Viktor Orban va tenter de limiter les sanctions purement financières et économiques. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait comme sanctions, Patrick Martin-Genier, Christophe Lejeune? Des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, et il ne faudrait pas, pour l'image de l'Union européenne, j'imagine, affaiblir encore plus la population du Bélarus. Tout à fait. Alors, très symboliquement... Christophe Lejeune. Oui, merci. Très symboliquement, les sanctions économiques, comme ça a été dit, toucheraient majoritairement le peuple biélorusse et ce n'est pas la peine. Au contraire, ça serait contre-productif. Par contre, des sanctions diplomatiques avec la non-délivrance de visa Schengen à tous ceux qui ont contribué à cette farce électorale permettrait à coup sûr de les priver, eux qui ont l'habitude de venir ou en Pologne ou dans les pays baltes ou de manière plus générale dans l'Union européenne, faire leurs emplettes, qui sont propriétaires immobiliers, donc, et puis dont les enfants aussi suivent des études dans des universités prestigieuses de l'Union européenne, ça les marquerait très fortement. Et je pense que c'est la première étape et honnêtement, l'Union européenne doit avancer sur ce pas diplomatique dans un premier temps. Patrick Martin-Genier, d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Je crois que l'Union européenne, qui a suffisamment souffert d'un certain nombre de divisions, notamment sur le plan de relance, ne pourra pas, sur ce point, montrer une nouvelle division. Il s'agit de quoi? Il s'agit de sanctionner un régime dictatorial et donc de proposer de nouvelles élections. C'est le minimum des accords, que maintenant on ne soit pas d'accord sur l'ampleur des sanctions, et ça doit viser essentiellement les dignitaires du régime, comme cela vient d'être dit, même si Moscou ne souhaite pas une ingérence de l'Europe. Il l'a clairement dit, il y a eu 2 appels téléphoniques hier entre Emmanuel Macron, le président français, et la chancelière allemande Angela Merkel. Angela Merkel a demandé la libération des prisonniers politiques. Emmanuel Macron et la chancelière, qui se voient demain au fort de Brégançon, vont sans doute appeler à de nouvelles élections. C'est le minimum sur lequel on doit se mettre d'accord. Et je pense que sur ce point, l'Union européenne a un devoir d'être d'accord en effet. Bon, en Biélorussie, on voit aussi planer une menace de grève générale dans le pays. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer, Patrick Martin-Genier ? Alors écoutez, moi, si Loukachenko continue dans sa politique d'obstruction systématique, cela veut dire une chose, c'est qu'on pourrait s'orienter vers un scénario à la Ceausescu. Rappelez-vous, lorsque les militaires et les dignitaires du régime avaient lâché Ceausescu, le dictateur roumain, cela voudrait dire qu'il pourrait y avoir une espèce de révolution de palais et que Loukachenko pourrait être déposé. Ce serait effectivement un scénario catastrophe, violent, parce que le dictateur a très bien dit qu'il ne partirait que si on le tuerait, vous voyez. Donc ça, c'est le premier scénario le plus violent. Le second scénario, c'est que Vladimir Poutine probablement ne soutiendra pas jusqu'au bout Alexandre Loukachenko. Il pourrait éventuellement lui proposer un exil en Russie de façon à assurer une transition qui soit la plus douce possible, en tout cas pour le dictateur, et de façon à ce que Vladimir Poutine puisse continuer à protéger ses propres intérêts, car la Biélorussie, pour Vladimir Poutine, eh bien, c'est effectivement un État tampon avec des intérêts économiques très importants. Donc on est plutôt dans une optique d'opposition frontale et la seule chose, ce serait la démission de Loukachenko, un éventuel exil en Russie. Autrement, ça risque de devenir effectivement un bain de sang où il pourrait être renversé plus ou moins violemment par les cadres du régime et l'armée. La contestation, on est là sur le volet économique, parce que forcément, très, très important, la contestation part avant tout d'un constat économique. Reprécisons que le rouble biélorusse a perdu 19%
10% de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l'année. Le salaire moyen à Minsk, l'équivalent en euros, c'est de 300 à 400 euros par mois. Pas de protection contre le chômage. Est-ce qu'on peut dire que le Bélarus est une poudrière et que le contexte est explosif? Christophe Lejeune. Bien, écoutez, le contexte est pour l'instant inquiétant, mais on est vigilant puisque le peuple biélorusse décide de manifester pacifiquement. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé et ce qui a déstabilisé Loukachenko, c'est la sortie des femmes biélorusses dans les rues avec des fleurs à la main après les répressions extrêmement violentes contre la jeunesse qui était sortie à partir du dimanche 9 août au soir pour contester ce résultat électoral. Donc la présence des femmes est un signe d'apaisement, de volonté d'avancer et surtout, ils veulent une transition politique démocratique. Ils ne veulent pas plus de la Russie que de l'Union européenne, ils veulent rester biélorusses, ils veulent rester un pays uni, mais dont le résultat électoral sera indiscutable. Et aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, puisque depuis 26 ans, la Biélorussie a été privée d'opposants et d'opposition structurée, que les personnes qui veulent la transition s'allient pour permettre le départ d'un nouveau scrutin électoral appelé par tous. Patrick Martin-Genier, le contexte est-il explosif? La Biélorussie est sous perfusion financière de la Russie. Est-ce que d'ailleurs il y a encore une économie biélorusse? Oui, c'est la difficulté, vous l'avez souligné, c'est un régime d'État, c'est une dictature, mais où les choses sont inquiétantes, vous avez souligné, c'est l'aspect social et économique, le faible niveau de vie de la population, et très souvent, ce n'est pas un hasard s'il y a des révoltes, des révolutions, un peu comme ce qui se passe au Mali en ce moment, c'est surtout la pauvreté, la corruption, qui fait que un régime s'écroule. Et ce qui est tout à fait symptomatique, c'est la visite de Loukachenko dans une usine d'État, où comme pour Ceausescu, il y a plus de 30 ans, eh bien, les ouvriers ont appelé à la démission. Pourquoi? Parce que les ouvriers n'ont plus les moyens, en effet, de vivre. Et donc, c'est un contexte social, politique, économique qui est tout à fait explosif et tout peut arriver, effectivement, d'ici la fin de la semaine. Et quand même une très grande dépendance toujours vis-à-vis de la Russie avec le gaz, le pétrole qui transite par la Biélorussie. En dehors de l'industrie textile, la production agricole, l'économie est assez faible. Évidemment, vous avez parfaitement résumé les spécialités de ce pays en termes industriels. Et il y a une interdépendance avec la Russie, bien évidemment, mais il y a aussi des transactions qui sont réalisées au sein de l'Union européenne, bien sûr avec les pays baltes, évidemment avec la Pologne, aussi avec l'Allemagne et à un degré moindre avec la France. Et c'est là aussi le rôle économique doit être fort pour accompagner cette transition démocratique, puisqu'il faut que le niveau de vie du pays se maintienne pour qu'il n'y ait pas un effondrement. D'un mot de conclusion avec vous deux, en 30 secondes, je compte sur vous pour qu'on soit dans les temps, sur la Chine, parce que la Chine a aussi une présence importante en Biélorussie, on n'y pense pas forcément, mais les routes de la soie terrestres passent par le pays. D'ailleurs, on voit parfois des inscriptions, vous me disiez Christophe Lejeune, en mandarin dans la ville de Minsk. Xi Jinping, le président chinois, est d'ailleurs le premier chef d'État à avoir félicité le président Loukachenko pour sa victoire. Avec la Russie, la Chine, elle peut aussi peser dans la balance, Patrick Martin-Genier? Oui, c'est une concurrence des grandes puissances. On sait bien que la Chine investit à des fins purement stratégiques et c'est pour ça que ni Vladimir Poutine, ni le leader chinois, qui est lui-même d'ailleurs en difficulté dans son propre régime en ce moment, selon des informations qui me parviennent, eh bien, ne laisseront faire la situation sans intervenir. Vladimir Poutine ne peut pas accepter une ingérence. Christophe Lejeune. Bien, écoutez, je partage cette analyse et je dirais simplement que le rôle de l'Union européenne aujourd'hui est extrêmement important. Ça se passe à ses portes, c'est au cœur de l'Europe et les flux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient migratoires, doivent être évidemment stabilisés dans un environnement pacifique et c'est ça qui est essentiel et c'est notre rendez-vous cet après-midi au niveau de l'Union européenne et c'est ce que nous devons défendre absolument. Les jours qui viennent seront en tout cas décisifs et puis on suivra bien sûr les conclusions de ce sommet extraordinaire au niveau de l'Union européenne qui a lieu donc aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Lejeune, député de La République En Marche, président du groupe d'amitié France-Biélorussie, et Patrick Martin-Genier qui était aussi avec nous par téléphone, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po Paris.